s'est jamais vraiment positionné en marque ultra régionale. De ce que je pouvais voir, les seules marques qui avaient réussi à émerger du monde de la glisse française ne venaient pas du Sud-Ouest. Et je pense que Saurouse, comme je le disais tout à l'heure, n'aurait pas survécu dans le Sud-Ouest. Parce que les bons dans les équipes, forcément les aurait perdus. Ils seraient partis dans les grosses marques. Et ça nous a permis de nous différencier en termes de style, en termes de stratégie, en termes de distribution, en termes même de sport, le fait d'être resté multisport, contre vent et marée. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a arrêté en 2016, je crois, et il y a encore plein de gens qui pensent que c'est toujours le Saurouse Lacano Pro. C'est assez étonnant. Le gros avantage quand on est partenaire d'un événement, c'est que pendant une semaine dans l'année, on est vraiment au cœur du surf mondial. En tout cas, quand c'était un 6 étoiles. Parce que même sur le site de WSL, etc., elle était mise en avant, il y avait un live. C'est nous qui avons intégré les premiers lives. Il n'y en avait même pas sur les CT. On avait un live. Nous, on a investi sur un live sur le Lacano d'une qualité, des meilleures qualités, ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était très important. Et donc, on était une semaine par an, le surf, c'était Saurouse. Et pour nous, c'était intéressant. Et on demande à nos riders perf qui font de la compétition de faire aussi un peu de contenu. Ça leur permet, quand ils se blessent, d'avoir quand même du contenu pour continuer à exister. C'est-à-dire quasiment, ça se voit pas quand ils sont blessés. Le grand public ne le sait quasiment pas. Dans les années 2000, le windsurf était un sport ultra majeur et toutes les marques, les O'Neill, les Rip Curl, les Quicksilver, ça, tout le monde était sur le windsurf. Le surf a doublé, rattrapé, est devenu le sport numéro 1 aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'en termes de développement produit, en termes de vente de produits, en termes de riders, de dépenses marketing, etc., le surf est aujourd'hui le numéro 1, ouais. C'est sûr. Quand il y a eu la crise, tous les centres-villes sont un peu pété la gueule et ça a quand même été vachement compliqué. Et donc, on a changé complètement de modèle. C'est-à-dire qu'on a revendu tous les magasins avant qu'il ne soit trop tard. Les centres-villes se sont un peu effondrés, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est passé de magasins multimarques à des magasins, à des pro-shops. Mais que ce soit de Tati à Chanel, quoi, on va dire. Enfin, toutes les marques, le multimarque n'a pas disparu, mais quasiment. Et puis, toutes les marques étaient en train d'investir dans ses propres magasins. Voilà. Ça a été... en tout cas pour nous et pour le milieu de la glisse, une erreur parce que toutes les marques de glisse se sont plantées dans ce modèle-là. Et on avait nos convictions personnelles, donc sans même trop y penser, c'était pas du tout un choix marketing. On a commencé à intégrer ce qui existait sur le marché, donc ce que proposaient les fournisseurs. Donc il y avait les premiers polyesters recyclés, il y avait les fibres de bambou. Donc on a commencé à intégrer ça dans nos combinaisons au maximum. Et puis on est arrivé à la limite de ce qui était disponible sur le marché. Donc on a créé notre propre service vraiment R&D. Personne ne le sait parce qu'à l'époque, on était tout petit, mais on avait des combinaisons en Ulex avant Patagonia sur le marché. Voilà. On avait un objectif de combinaison ultra performante et de l'autre côté, un objectif de combinaison ultra écologique. Voilà. Et donc, petit à petit, on a fait progresser l'ultra performante pour qu'elle devienne de plus en plus écologique possible et l'ultra écologique pour qu'elle devienne de plus en plus performante possible. Nous, on est de La Rochelle, on bouffe des huîtres toute la journée et un jour, on était quand même hyper ouvert là-dessus parce qu'on faisait des recherches, on faisait appel à plein de gens. Donc, et un jour, c'est tout con, en bouffant des huîtres, je me suis dit, putain, mais c'est du calcaire, ça. Et donc, mais c'est aussi con que ça, en fait. Voilà. Et on s'est dit, tiens, si on faisait une recherche, si on bossait là-dessus pour voir, c'est du déchet organique, s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose. Voilà. Et on a travaillé là-dessus avec un labo en France. Et puis, au bout d'un moment, on a envoyé nos recherches à 2 usines, enfin 2 des plus gros qui fabriquent le néoprène dans le monde. Et il y en a une avec laquelle on a sorti le bioprène. Donc, et eux, ils travaillaient sur d'autres composants. Donc, eux, ils avaient amené la canne à sucre, les chutes de canne à sucre. Ils avaient amené d'autres, les huiles non comestibles. Voilà. Et nous, on est arrivé avec nos poudres d'huîtres. Et donc, avec tout ça, on a créé le bioprène avec eux. C'est toujours notre tête motive. Ça a toujours été ça quand on crée un produit. On veut avoir la meilleure combinaison du marché dans la gamme des combinaisons à 200 €. On veut avoir la meilleure combinaison de la gamme à 200 €. La gamme à 300 €, on veut avoir la meilleure combinaison du marché à 300 €. Pareil pour la gamme à 400 €. Voilà. Et on ne va plus dans le très entrée de gamme parce qu'on considère qu'écologiquement, il est trop impactant.